122 ans après l'adoption de la loi de 1901 consacrant la liberté associative, celle-ci continue d'organiser notre vie associative aujourd'hui. Cette pertinence, toujours actuelle plus d'un siècle plus tard, démontre la réussite politique de la production de cette loi, si importante pour la vie civique de notre pays. En effet, la pratique associative est porteur d'intérêt général. Pour autant, la liberté associative ne peut exister sans la possibilité pour les citoyens de libérer du temps pour agir. Ainsi, la protection et l'élargissement de la liberté associative est, dès les origines, liée à la lutte pour la réduction du temps de travail, c'est-à-dire la lutte entre le temps contraint et le temps libre, marchand et non marchand. Il n'est pas anodin que la loi de 1901 succède à la loi Millerand-Coillard de 1900, une des premières lois réduisant le temps de travail. C'est la réduction du temps de travail qui a permis à la vie associative et démocratique, à la République, de s'épanouir dans notre pays, laissant la possibilité matérielle aux citoyens de penser l'intérêt général et d'agir pour celui-ci. Je profite donc de ce rapport, comme mes collègues, pour rappeler la menace que fait planer la réforme des retraites sur la vie associative dans notre région comme dans notre pays. En effet, le temps libéré par la retraite n'est pas un temps perdu pour la société, bien au contraire. Nous savons toutes et tous combien les retraités font vivre notre liberté associative, comme la vie démocratique et communale dans notre pays, et particulièrement dans nos territoires ruraux. 60% des présidents d'associations sont des retraités. Et nous pouvons rappeler le contexte de la loi de 1901. C'est celui de l'affaire Dreyfus. Et la réponse républicaine et sociale face à l'abaissement de la droite dans l'antisémitisme de l'extrême droite. Alors là, on parle d'antisémitisme, mais c'est un peu aujourd'hui, pareil pour les discriminations face aux musulmans. C'est dans ce contexte de l'époque que des libéraux, tels que Ludovic Trarieux, fondateur de la Ligue des droits de l'homme, décident de marquer leurs différences avec leur camp, en défendant l'honneur du capitaine Dreyfus. Et dans le même esprit, d'autres républicains libéraux, tels que Waldeck-Rousseau, ont préféré l'alliance avec l'ultra-gauche de l'époque, les socialistes, avec l'entrée du Premier ministre socialiste dans un gouvernement de défense républicaine. En somme, tout le contraire des basses vues électoralistes de la minorité présidentielle autoproclamée libérale, comme du ministre Darmanin, se vautrant dans la complicité idéologique avec l'extrême droite et diabolisant la gauche populaire et ses combats, comme nous avons encore pu le voir aujourd'hui. Cela m'amène, pour conclure, à une autre menace à la liberté associative annoncée par le ministre de l'Intérieur et introduite par la loi séparatisme. Et pour ce faire, je citerai le communiqué de la LDH en réaction des attaques à son encontre. Je cite : « Les subventions accordées aux associations constituent une pierre fondamentale de l'édifice démocratique promu par les organisations internationales et européennes. Elles sont indispensables en démocratie pour permettre la contestation des excès du pouvoir et de l'arbitraire. Supprimer ou diminuer ces subventions est l'un des moyens traditionnels utilisés par les régimes autoritaires pour affaiblir l'équilibre entre pouvoir et contre-pouvoir, sans lequel une démocratie est anéantie. Ces menaces ne visent pas seulement la LDH. Elles sont le symptôme du projet historique de la réaction contre les Lumières, de l'autoritarisme contre les libertés. Il y a urgence à lui opposer un refus ferme et large. La LDH sonne l'alarme et appelle celles et ceux qui ont à cœur de défendre notre modèle démocratique, celles et ceux qui, au sein des institutions de la République, disposent des moyens de s'opposer à ce projet délétère, à s'engager à ses côtés avec détermination. » Fin de citation.